autres de par la forme que la communauté prend. Des fois, c'est très homogène. Les gens qui forment la communauté dans certaines régions rurales, par exemple, ont tous le même background culturel, linguistique et tout ça. Il y a d'autres milieux où ça devient un peu plus difficile. On ne se le cachera pas parce qu'il y a des gens qui viennent de différents milieux, de différents horizons, de différentes cultures même. Et ça, je dirais, en toute lucidité, que ça pose des peut-être, je ne dis pas des problèmes, mais ça amène enfin à réfléchir la gouvernance d'une radio communautaire ou le fonctionnement d'une radio communautaire différemment, qu'on soit situé par exemple à Toronto, qui est un gros centre urbain où il y a une forte population de migrants et tout ça, et un coin comme on va dire Hearst en Ontario, où c'est essentiellement des Canadiens français, excusez l'expression, mais de souche. Là. Hein, vous voyez, on a beaucoup de réalités distinctes au sein de notre milieu. Puis ça, ben, ça apporte des fois des petits défis, si on veut. Là. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rebondir sur ça, Pierre, de ton côté? Puisque c'est multiculturel. Ça, c'est votre brand aussi. Mais si vous voulez, je peux aussi un peu préciser le statut Oui, ici en Belgique, exactement. où on parle effectivement pas vraiment de radio communautaire, ou plus vraiment. C'est un terme qui a été employé dans le passé, mais qui est vraiment plus employé par personne maintenant. Et le statut des radios comme la nôtre, au niveau vraiment officiel, c'est, attention, c'est long, ce sont donc des radios associatives à vocation culturelle et d'éducation permanente. Ok. Et donc, pour obtenir, auxquelles sont réservées certaines places sur la bande FM, donc certaines fréquences sont réservées pour les radios obtenant ce statut-là, et c'est accompagné par un micro-financement qui n'est vraiment pas notre financement essentiel, euh, qui lui-même est modulable en fonction de différents critères, mais c'est vraiment une toute petite partie de notre budget en fait. Et c'est pas obligatoire d'être à but non lucratif. Ça fait partie de toute une série de critères d'évaluation pour savoir si une radio obtient ce statut, qui vont être effectivement la structure de gouvernance, le fait de reposer sur le bénévolat, le contenu de la programmation. Enfin, il y a toute une série de critères, ça. Et je pense qu'il y a eu cette nécessité de garder une certaine souplesse pour que certaines radios qui existaient effectivement depuis longtemps, qui remplissaient vraiment des missions associatives, mais qui avaient une structure de radio commerciale, puissent être quand même reconnues dans le cadre de ce statut qui est en fait assez récent, qui date de 2008, quelque chose comme ça, 2007-2008. Avant, c'était un peu la jungle, toutes les radios privées avaient le même statut et le plan de fréquence était établi de manière un peu selon la loi du plus fort, on va dire. Oh, wow. Il fallait se battre fort pour ça. Voilà. Et sinon, oui, effectivement, ben, je ne sais pas sur l'aspect multiculturel de la radio, je ne sais pas très bien ce que vous voulez savoir. Parce que, comme le disait Simon, c'est vrai qu'il y a pour nous des différences entre nos radios selon leur emplacement. Parce qu'il y a des radios où vraiment la majorité de la communauté, c'est soit une communauté acadienne, ils sont tous francophones, il n'y aura pas de problème pour ça. Mais dans d'autres, comme vraiment c'est le Toronto, c'est une minorité, on va dire, francophone, mais la plupart sont de plusieurs, ben, on va dire c'est des allophones, il y en a beaucoup. Donc c'est ça qui est, pour la programmation, est un peu plus différente et un peu plus contraignante parfois pour ramener des gens qui vont préparer un programme pour représenter toutes ces personnes-là. Donc dans votre cas, j'ai vu vraiment que vous avez beaucoup d'émissions et que vous incluez plusieurs personnes de différentes cultures. Et c'est ça que je me suis dit, mais comment ça se passe vraiment de ce côté-là? Comment vous y arrivez, quoi? Ouais, mais j'ai d'abord une question en fait sur les radios en question, par exemple la radio à Toronto. Est-ce que tous les programmes doivent être en français ou il y a des programmes dans d'autres langues aussi? Eh ben, toute la programmation d'une radio communautaire francophone comme la nôtre est essentiellement francophone. Il y a un petit pourcentage qui peut être consacré à des langues tierces, mais la majorité de la programmation est en français. Et quand je donnais l'exemple de Toronto, mais ça se vérifie aussi dans d'autres coins. Tu sais, je vais mentionner par exemple Edmonton, qui est une autre grande ville. Ça fait des programmations un peu qui sont je dirais ça, en courte pointe, si on veut. Hein. C'est une espèce de collage ou un rapiessage de différentes émissions qui font que
il n'y a pas le même fil conducteur, si on veut, qu'on trouve dans certaines radios où il n'y a pas cette réalité-là multiculturelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est que ça fait une programmation qui est un peu mosaïque ou qui est un peu disparate d'une émission à l'autre, si bien que ça peut poser à certains égards, puis là, je suis tout à fait lucide, puis je le dis tout à fait avec candeur, ça peut poser certains défis en matière de programmation dans certains milieux, d'avoir justement une programmation qui n'est pas aussi homogène que si on va dans une radio, par exemple, où ça commence avec un format musical à 6 heures le matin, puis tu es dans un fil conducteur jusqu'à 6 heures le soir. Ça fait une programmation dans ces radios-là où c'est plus facile de garder un auditeur en continu pendant 3-4 heures de temps, par exemple, pendant qu'il est au bureau. Alors que dans certaines stations de radio, dans certains milieux, je pense à Edmonton, je pense à Toronto, par exemple, je pourrais penser à d'autres coins à travers le Canada qui sont plus urbanisés, où il y a un peu plus où c'est un peu plus disparate dans la programmation, ça fait qu'effectivement, on peut passer d'une émission qui se consacre à de la musique, par exemple, de la communauté maghrébine, puis après ça, on s'en va dans une émission qui est d'une heure où ça va parler de musique je sais pas moi, d'Afrique subsaharienne. Ça fait des programmations, des fois, qui sont un petit peu plus disparates, et ça crée un peu des... Non, je ne veux pas dire des problèmes, mais ça demande une bonne réflexion, ça demande une bonne tête de programmation pour être capable de tout matcher ça, pour que ça fasse un beau casse-tête, on va dire. Mmh. C'est un peu le cas chez nous aussi, hein. En fait, la programmation a ce côté mosaïque aussi. Peut-être pas sur l'entièreté de la grille, mais en tout cas à certains moments, clairement, c'est vraiment l'héritage d'un fonctionnement des radios libres qui a très longtemps été comme ça, en tout cas en Europe, mais j'imagine que c'est pareil chez vous. C'est-à-dire que la grille se construit au fur et à mesure au fur et à mesure que des gens arrivent avec des projets, on leur donne une heure, puis l'heure suivante est donnée à quelqu'un d'autre et ça n'a pas forcément de rapport. Et on s'attend à ce que les gens fassent l'effort de venir écouter ce qui les intéresse. Et on sait bien que c'est pas forcément comme ça que les gens écoutent la radio. Donc effectivement, ça pose des questions. Mais c'est vrai que dans la grille, il reste fortement la trace de cette façon de faire encore aujourd'hui, parce que c'est très très difficile, une fois que les gens sont là avec une émission qui existe depuis très longtemps, de leur dire c'était peut-être pas la meilleure façon de construire la radio et on va tout refaire autrement. Donc voilà, il y a des émissions qui contrastent parfois fortement avec l'émission qui suit et avec l'émission qui précède. Et on sait bien que ça va pas être les mêmes personnes qui vont écouter tout du long. Ou alors des gens qui ont un très large champ de curiosité, ça existe aussi, et c'est peut-être nos auditeurs préférés. C'est vraiment bon comme ça. Mais comme vous le dites, c'est un défi, mais en même temps, ça se construit, puis c'est comme vous, c'est le tissu de la radio, c'est vraiment le cœur de la radio libre que vous avez faite. Donc, je pense que c'est la même chose que pour nos radios. Ils ont de leurs émissions, leurs empreintes, puis c'est ça le branding qu'ils doivent garder. Et on doit continuer dans ce goût-là. Puis là, vous avez parlé des auditeurs, je pense que là, on va parler de comment le maintenir et élargir l'auditoire. Donc, c'est ça la question que toutes les radios se posent, surtout en ce moment, c'est que beaucoup de défis. Donc, moi, je vous lance ce défi alors, qui est prêt à se lancer et de parler de ça. Moi, j'ai pas de formule magique là-dessus. Bon, on aurait voulu, mais c'est bon. Parfait. Mais sinon, je dirais ça à Simon aussi. J'aimerais bien Ouais, avoir non, mais j'aimerais bien entendre ma collègue Cathy, parce que Cathy vient du domaine, Oh, elle a beaucoup travaillé dans le domaine de la radio privée, puis dans des grosses organisations. Cogeco, entre autres, je veux dire, il n'y a pas de formule magique en radio, mais il y a quand même des bons ingrédients. C'est ça la beauté de la radio, c'est que c'est comme faire du pain ou c'est comme faire un gâteau. Il y a de très bons gâteaux, il y a de très bons pains, chacun sa recette, mais il y a toujours des bases, il y a toujours des ingrédients à mettre dedans. Et je pense que certaines organisations réussissent bien à placer les bons ingrédients de façon à ce que la recette colle, si on veut, ou que ça lève. C'est pas coller dans le fond du chaudron, mais dans le sens que ça fonctionne. Puis Cathy,
je ne sais pas si je Je ne pense veux pas prendre la que place de Nala puis faire l'animation, mais oui. je serais bien curieux quand même de parler de tes expériences en radio privée, ce que tu as vu, qu'est-ce que tu... Ben, souvent en radio privée, en fait, puis là, en fait, moi non plus, là, j'ai pas de formule magique, puis je suis née en même temps que l'Alliance des radios communautaires, fait que je suis encore très jeune aussi. Mais c'est une question d'habitude. C'est souvent ça qu'on nous disait à Cogeco. Les gens, ils vont se souvenir qu'à telle heure, c'est la météo. Ils vont se souvenir qu'à telle heure, c'est telle chronique, si ça les intéresse, évidemment. Fait que la radio, c'est une question d'habitude. Puis quand tu as ces habitudes-là qui sont bien ancrées dans les habitudes, justement, des auditeurs, mais c'est là où tu gardes tes gens, que tu vas les chercher. Puis quand tu vas les chercher, ben, des fois, tu peux les garder un peu plus longtemps. Des fois, ils vont peut-être venir, je sais pas, moi, pour la chronique automobile, par exemple. Ils vont venir avec ça, mais après, il y a un moment qui s'est passé, puis finalement, ils se sont dit, hey, c'est un beau moment. Fait qu'ils ont accroché, puis ensuite, c'est vraiment une question de donner des rendez-vous fixes dans le temps. Puis autant où il faut être malléable à la radio, autant il ne faut pas trop faire de changement non plus parce que l'auditoire n'aime pas le changement. Et de ce que j'ai remarqué, là, c'est vraiment mon analyse à moi. Dans la dernière année, Cogeco, justement, a fait énormément de changements dans sa grille horaire. L'animateur du matin qui était là depuis des décennies est parti. Monsieur Arcan, Pierre Arcan, qui était l'émission de radio francophone la plus écoutée au Canada, est parti à la retraite ou va en faire pour d'autres projets. Ça change beaucoup. On a fait on a pris la personne du retour pour le mettre au matin. On a changé beaucoup de choses. On a renvoyé des chroniqueurs aussi qui étaient très appréciés. Résultat, pour la première fois depuis 30 ans, 20 ans, Cogeco n'était pas numéro un dans les sondages numéristes ou BBM maintenant, là, n'était plus numéro un à cause de ces changements-là parce qu'il y a trop d'habitudes qui ont été défaites en même temps. Déjà, de changer ton Morning Man, qui est la vedette au Canada, c'est déjà quelque chose, c'est pas évident. Puis honnêtement, je pense pas que personne n'aurait pu remplacer Pierre Arcan, mais de changer aussi les chroniqueurs qui faisaient partie des habitudes et des coups de cœur de l'auditoire, je pense que ça a joué beaucoup dans cette partie-là. Et là, ils ont un travail à faire. Ils ont un travail à représenter, à remettre en valeur les animateurs qui sont là, à remettre leur grille puis à rechanger cette habitude-là. Mais je pense humblement que peut-être une partie des ingrédients magiques pour avoir du bon pain en radio, c'est de créer des habitudes avec nos auditeurs puis être à l'écoute de ce qu'ils veulent. Tu sais, peut-être qu'une saison, ils vont être plus ciblés sur des choses techno. Après ça, faut vraiment être à l'écoute puis créer des rendez-vous pour après ça les garder, je pense. Merci, Cathy. C'est un bon pain, je pense, ton pain. Et là, on se paye à faire. C'est bon. Il y a quand même quelque chose, moi, qui me désole, puis je vais le dire, là, j'aurais pas peur de dire le mot désole, c'est que, moi, écoutez, j'ai plus que 30 ans d'expérience dans le domaine de la radio, là, j'arrive à mes 30 quelques années, j'ai été formé au début des années 90 en animation radio, j'ai commencé en 1992 dans une station de radio communautaire à Hearst, à CNFM, dans le nord de l'Ontario, puis j'ai fait depuis ma carrière toujours dans le domaine. Je pense qu'on a perdu un peu au fil des années la spontanéité et la volonté de surprendre l'auditoire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu en chemin dans le monde de la radio depuis plusieurs années maintenant. C'est que oui, on a les habitudes, comme tu disais, Cathy, tout à l'heure, mais je pense qu'on s'est ancré, si on veut, là-dedans et on s'empêche maintenant de surprendre les gens. Si bien que le monde arrive à la radio maintenant, puis bon, c'est de la comfort food. Hein? C'est comme manger toujours le même burger McDonald's avec les mêmes oignons placés à la même place, le même petit pickle, le même pain et tout ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on a perdu en chemin ce désir de déstabiliser un peu l'auditeur, de le surprendre, d'arriver avec des invités, par exemple, dont il n'a jamais entendu parler auparavant, de faire des entrevues qui sont un petit peu décapantes, un peu plus abrasives, si on veut, des fois faire des découvertes musicales qui vont un peu égratigner l'oreille, mais qui vont l'amener à quelque part ailleurs. C'est un peu mon regret. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je travaillais, par exemple, à Énergie, on avait fait venir un type dans le studio avec son python, puis un python, un serpent, là. Et puis, en ondes à la radio, le buzz, c'était de savoir lequel des animateurs du morning allait donner un pilon de poulet au python, avec la panique dans la voix, avec les effets sonores du serpent qui
Et ça, c'est toutes des choses, comment je dirais ça, des affaires déjantées, disjonctées, si on veut, je pense qu'on ne fait plus beaucoup à la radio, malheureusement, parce que les gens s'assoient dans leur chaise devant le micro et Par la switch, puis c'est automatique. ben, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Est-ce que c'est la responsabilité? Est-ce que c'est la faute des médias sociaux qui font qu'on a tellement d'affaires à dire dans les plateformes numériques que sont Facebook, X et compagnie, puis quand on arrive en ondes à la radio, on est un petit peu blasé? Je ne sais pas. Mais je Mais pense qu'il y a une cancel culture aussi qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est... Il n'y a pas grand-chose qui choque bien du monde. C'est Fait que je pense que je suis d'accord avec toi, Simon, comme ça manque de spontanéité, ça manque de... Bon, quelle niaiserie Forg va faire un matin? Tu sais, ça manque de ça. Mais je pense que ça fait partie du cancel culture qu'on est en train de vivre en ce moment, que genre, si tu dis un mot pas comme il faut ou de travers, ben là, tu te fais annuler. Fait que il y a peut-être ça, mais effectivement. Puis en même temps, ben, tout le monde veut avoir une radio qui ressemble à la radio qui fonctionne. Fait que après ça, ben, comme tu dis, ça devient un peu beige. Mais on a des très belles radios, mais c'est ça. Ça prend plus de spontanéité. Et je pense que c'est la force et la beauté du monde communautaire. On n'a pas ce cadre rigide-là. Puis on est capable de se dire, ben, je vais en faire une, tu sais, je vais en faire une folerie ou tiens, je vais déstabiliser mes auditeurs aujourd'hui. Puis ça, c'est la beauté du milieu communautaire. Il y a de la place pour ça. Il n'y a pas de place pour ça au privé. mais on parle d'élargir l'auditoire. Je ne sais pas qui a dit ça, cette espèce de proverbe-là ou espèce de maxime-là, à un moment donné, à qui on l'attribue, mais enfin, qui disait il y a juste les fous qui pensent qu'ils vont toujours faire la même chose puis qui vont arriver à un moment donné à des résultats qui sont différents. Je paraphrase, je n'ai peut-être pas la phrase exacte, mais si tu veux élargir ton auditoire puis que tu reproduis continuellement le même pattern sans jamais amener un petit élément nouveau, un petit quelque chose pour aller justement élargir ton auditoire ou attirer des gens à avoir la curiosité de venir t'écouter parce que le gars, il fait des dad jokes à tous les matins, puis c'est drôle comment ça tombe à plat. Ben, comment élargir ton auditoire si tu répètes toujours la même formule? C'est un petit peu ça, un peu la réflexion, là. Ouais, parfait. C'est ça. Ben, on va voir comment ça se passe. Mais c'est des recettes. Si c'est toujours révisité, c'est toujours le même goût. C'est comme c'est la même chose pour les papilles. Les oreilles aussi ont besoin d'être un peu pétillées. Mais je dirais aussi, comme à cette lumière, Pierre, de ton côté, comment tu vois ça? Alors, nous, par rapport aux questions d'audience, on est dans une situation un peu particulière qui est qu'en fait, on n'a pas d'enquête d'audience qui nous permette de savoir combien d'auditeurs on a. Parce que, bon, il y a beaucoup de radios à Bruxelles. On fait partie des petites radios, hein, ça, il n'y a absolument aucun doute. Donc, on ne fait pas partie de ceux qui payent l'enquête. Et l'enquête est faite avec un échantillon de population qui est trop petit pour que les petites radios soient dans autre chose que la marge d'erreur, en fait. Donc on ne peut pas voir les évolutions en termes d'audience pour notre radio. Et quelque part, ça nous préoccupe assez peu, tant qu'on sait qu'on est écouté, qu'on a suffisamment de gens qui nous contactent, qu'il y a des retours, qu'on sait que le travail qu'on fait n'est pas inutile. Mais bon, en fait, ça va. Nous, on est content avec ça, qu'on ne dépend pas de la publicité. Manifestement, tout le monde se fiche de savoir si on a beaucoup d'auditeurs ou pas, et donc on va pas. De toute façon, on n'a pas les moyens de payer une enquête qui nous permettrait de connaître cette évolution-là. Donc tout ce qu'on a comme données vraiment fixes, c'est la fréquentation du site et du stream et des podcasts. Mais on sait que là, il y a des évolutions qui peuvent dépendre d'autre chose que de l'évolution globale de notre audience. Il y a des évolutions qui peuvent venir du fait que les gens changent d'habitude d'écoute, écoutent plus de podcasts qu'avant, etc. Et donc, les évolutions qu'on voit sur la fréquentation du site ne vont pas forcément nous dire ce qu'il en est de l'audience réelle de la radio en direct. Mais bon, voilà. Donc on ne sait pas combien de personnes nous écoutent en FM, on ne sait pas combien de personnes nous écoutent en DAB, on sait plus ou moins combien de personnes nous écoutent en stream, et même ça, on n'a pas encore on n'a pas tous les chiffres, on sait juste combien de personnes nous écoutent sur le site. Les gens qui utilisent des agrégateurs, on n'en a pas la moindre idée. Donc c'est assez difficile pour nous de mener une politique qui serait une politique de recherche d'audience. Mais même si c'était le cas, je ne suis pas certain qu'on le ferait de toute façon. Même si, évidemment, on veut bien avoir des gens qui nous écoutent et on préférerait en avoir plus plutôt que moins. Euh, Cela dit, on se pose quand même des questions sur que faire pour que la radio réponde
aux souhaits, aux désirs de nos auditeurs, comment faire pour en avoir plus, pour accueillir nouvelles personnes qui peut-être nous écoutaient pas avant. Et ces derniers temps, on est beaucoup dans une réflexion sur le fait que les radios associatives, mais pas seulement, en fait, beaucoup d'autres radios aussi, se transforment de plus en plus en une sorte d'agrégation de podcasts et que ça commence à nuire à la qualité et à l'attractivité de ce qu'il y a à l'antenne. C'est le cas aussi pour les radios publiques. En fait, c'est le cas, par exemple, si on écoute France Culture ou si on écoute France Inter pendant l'été, on a très très fort l'impression d'entendre une série de podcasts préenregistrés qui sont juste mis bout à bout et qui sortent d'un robinet. Et en fait, je pense que ça fait beaucoup de tort à la radio. Et c'est le cas aussi quand même pas mal dans nos radios. C'était déjà le cas avant le Covid, mais ça s'est accéléré avec le Covid, avec beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de produire chez eux, qui ont trouvé ça confortable. C'est devenu très facile technologiquement pour eux d'uploader leur émission, de la télécharger pour qu'elle soit programmée par le diffuseur automatique. Et en fait, c'est même plus nécessaire de passer dans les locaux. Donc ça nuit non seulement à la qualité de ce qu'il y a à l'antenne, de mon point de vue, mais ça nuit aussi à la vie interne de la radio, parce que les locaux sont de plus en plus souvent vides, les gens se croisent moins qu'avant. Et donc nous, on est pour le moment surtout en train de travailler là-dessus. Donc sur ramener les gens vers plus d'émissions faites en direct. Donc de toute façon, les émissions qui sont faites en direct maintenant dans la construction de la grille ont la priorité. Les émissions qui ne sont pas faites en direct, on s'autorise à les bouger dans la grille autant qu'on veut, tant que ça nous arrange, euh, parce que en fait le direct doit avoir la priorité. Et alors on essaye de créer de nouveaux formats euh, plus généralistes et plus collectifs pour ramener les gens vers ça, qui ne soient pas tout le temps en train de travailler avec les mêmes personnes, qui viennent participer à des émissions qui ne peuvent qu'être en direct et où on veut que ça s'entende, quoi. Donc où on veut vraiment être dans un truc, en fait, qui se rapproche de certains formats de radio d'accompagnement, mais c'est pas forcément une vilaine chose. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas beaucoup dans les radios associatives avant, mais en fait, on pense que ça peut aussi s'y prêter. Donc c'est une radio où on est beaucoup plus euh, aussi dans une animation qui va faire entendre qu'on est en direct, qui parle de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait, qui accueille des invités les plus divers, qui n'auront pas forcément de rapport les uns entre les autres, pour des rubriques éventuellement plus courtes, des formats plus magazines en fait. Et c'est vraiment, on est au début de cette évolution-là, mais en se disant que c'est vers ça qu'on veut aller. On veut aller vers une radio où il y a du monde qui se croise en studio pendant plus de temps dans la journée, et qu'en fait ça fait une différence à l'antenne qui fera que plus de gens peuvent écouter aussi de manière plus continue, qui va aussi un peu briser cette construction dont Simon tu parlais tout à l'heure, cette construction en patchwork qui est quand même aussi problématique. Voilà. Par ailleurs, sinon pour nous, tu parlais du fait que peut-être qu'on hésitait trop, on hésiterait trop aujourd'hui à passer des choses un peu plus abrasives. Et en fait, ça, je pense, c'est un problème que Radio Panique a jamais eu. C'est plutôt un truc où on va peut-être parfois trop loin. Il y a des gens qui nous disent, oui, moi j'écouterais bien Radio Panique, mais vraiment parfois c'est trop dur, vous passez des choses trop violentes, ou trop différentes les unes des autres, ou des trucs qu'on comprend pas, ou etc. Donc je pense que nous on doit plutôt quand même un peu se modérer par rapport à ça. Ça continue d'être relativement surprenant à tel point que c'est quand même inconfortable pour beaucoup de gens. Donc voilà, il faut qu'on fasse l'effort de rester aussi accueillant pour des gens qui sont pas forcément des mélomanes incroyablement pointus et voilà. Mais comprenons-moi, là, je veux dire, quand je parle d'être abrasif, je ne veux pas nécessairement dire amener les gens complètement à l'opposé de leurs valeurs et comment dire ça, de ce qu'ils ont besoin d'entendre, mais des fois les sortir un petit peu de leur zone de confort, juste leur donner une petite poussée un petit peu pour les déstabiliser, pour les shaker. Et puis, je vais rebondir un peu sur ce que Pierre disait il y a quelques instants par rapport au fait d'avoir une espèce de fil conducteur où c'est difficile des fois dans les radios communautaires d'établir ça. Moi, il y a une chose que j'entends de moins en moins dans les stations de radio, puis c'est peut-être aussi par rapport à ce que Pierre disait sur le fait que les gens se rencontrent de moins en moins dans les stations, ils enregistrent de plus en plus chez eux. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'étais animateur radio, mais de façon régulière, c'est qu'il y avait une espèce
une synergie entre les émissions, c'est-à-dire qu'on faisait de la plug des autres shows, par exemple. Tu sais, le morning, il disait, ben, manquez pas ce midi, il va y avoir tel invité dans le show du midi. Et puis le gars du retour à 15h ou à 16h l'après-midi disait, demain matin, by the way, là, il va y avoir tel sujet dont on va parler. On va revenir sur le match qu'il va y avoir ce soir du Canadien de Montréal. Et ça, je n'entends plus beaucoup ça dans les stations de radio, cette plug entre les shows qui, même si la programmation est construite un peu comme un patchwork, il n'y a rien qui empêche l'animateur de l'émission de musique classique de dire, par exemple, oh, hey, en passant, moi, j'anime une émission de musique classique, mais je n'aime pas le jazz non plus. Puis si vous voulez entendre du bon jazz, bien, tous les jeudis soirs à 18h, on a une pépite sur nos ondes qui s'appelle Jazz avec Jean-Paul, par exemple. Fait que j'entends plus ça beaucoup à la radio, les autoplugs ou les plugs entre les shows qui font que tu as l'impression que tout le monde fait partie de la même équipe, tout le monde fait partie de la même chaloupe, puis tout le monde rame dans la même direction. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que c'est pas aidé par le fait que les gens soient moins en direct, parce que c'est sans doute quelque chose qu'on fait moins naturellement si on est chez soi en train d'enregistrer son émission et que du coup on la conçoit comme une unité autosuffisante en fait. Alors que si on est en studio et qu'on voit les gens qui vont venir faire l'émission d'après, on va avoir tendance à les annoncer, que peut-être aussi quelqu'un va nous dire, ah tu peux annoncer aussi tel truc que je vais faire demain, alors que voilà, en étant chez soi, bah non, c'est pas quelque chose qu'on va faire assez naturellement. Et je pense que cette impression d'écouter une équipe, c'est quelque chose qui est vraiment important dans l'attachement que les gens peuvent avoir pour une station. Ou d'ailleurs, pareil pour un journal ou pour un magazine, ça vaut pour d'autres médias aussi. Cette idée de s'attacher à une équipe, on suit des personnages en fait aussi. Ça a un côté famille qui est important.